Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV diffusé sur notre chaîne Figaro TV. Sarah Lecoeur est là aujourd'hui avec moi. Oui. Magnifique Sarah, en jaune, comme un tournesol. Bah oui, c'est magnifique, là vous êtes la fleur du soleil. Voilà, c'est le nom du tournesol. Et notre invité du jour, lui aussi est en bras de chemise. C'est un ingénieur agronome qui a troqué ses bottes pour les lunettes les plus célèbres du PAF. Depuis 35 ans, il fait rimer équations avec M6 et il démontre chaque semaine qu'on peut parler de science sans donner mal au crâne. Vulgarisateur infatigable, recordman de longévité sur la chaîne. Il est aujourd'hui ce prof de sciences cool qu'on aurait tous rêvé d'avoir à l'école. Salut Mac Lesguy. Merci Nicolas, bonjour. Avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes l'animateur de E = M6 et vous publiez Toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. C'est aux éditions du Rocher. On va en parler évidemment dans un instant. Et notamment, on a plein de questions avec Sarah sur des choses qui nous concernent tous et toutes. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit en introduction. Vous êtes le prof de sciences. C'est vrai qu'on aurait tous aimé avoir, et c'est pas complètement par hasard, parce qu'au début du livre, vous rendez hommage à vos professeurs du lycée André Malraux de Biarritz, magnifique ville au passage qu'on embrasse. Quelle est la raison de cet hommage? Avant tout, avant les dédicaces, c'est à eux que vous vous adressez, Mac. Quand on écrit un livre, il faut une dédicace. Et je me suis dit, mais finalement, qui m'a rendu le plus grand service dans ma vie professionnelle, qui je dois remercier? Et pourquoi mes profs du lycée de Biarritz? Parce que j'ai eu d'excellents professeurs. J'avais le goût des sciences, mais ils m'ont donné une formation très très solide. Et je me suis arrivé, donc j'ai passé mon bac à Biarritz. Quand je suis arrivé à Paris, en prépa, j'ai découvert que j'avais un très bon niveau, alors que j'étais un bon élève, sans plus. Et alors, si j'avais et j'en déduis que si j'avais ce bon niveau en sciences, c'est parce que j'avais eu d'excellents professeurs. Voilà, bon, il fallait bosser. J'ai pas des souvenirs d'enfance. C'était pas l'école buissonnière. Et c'est vraiment eux qui m'ont fait. Alors, on va dire de la 6e. Bon, j'ai des souvenirs très précis de la 6e à la terminale. J'ai eu de très bons profs. Voilà, je leur dois ma formation scientifique de base, celle que je distille avec quelques ajouts évidemment tout au long des numéros de E = M6. Et vous étiez déjà très curieux à l'époque, dans votre enfance? Non seulement j'étais curieux, mais en plus, je me voyais comme chercheur en biologie. Voilà, c'est au cours de mes études que je me suis dit, finalement, la recherche, c'est quand même très austère, il faut être très patient. Moi, je suis plutôt impatient, donc je vais bifurquer vers autre chose. Et c'est vrai que vous écrivez, grâce à vous, en parlant de vos professeurs, j'ai appris cette joie que procurait le fait de comprendre. Bien sûr. Comprendre et d'apprendre. C'est cette joie d'apprendre. Et c'est une joie que je pratique depuis 35 ans. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais encore en reportage dans un labo. Je découvrais un truc nouveau. Voilà, c'est un métier où je découvre les choses nouvelles chaque semaine. Et c'est un truc merveilleux pour quelqu'un comme moi, qui est curieux. Et c'est génial d'avoir la même joie d'ailleurs à 60 ans qu'on l'avait à 12 ans, quoi. Oui, parce qu'il y a toujours des choses nouvelles à apprendre. Et on va poursuivre cet entretien dans un instant, Mac. On parlera de toutes les vérités scientifiques sont bonnes à dire. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeur. Et on va voir ces infomédias avec la disparition d'un comédien qu'on avait vu dans énormément de séries. Et oui, il s'appelle Pierre Denis, il s'est éteint hier à l'âge de 69 ans. C'est sa famille qui a annoncé la nouvelle auprès de l'AFP, précisant que l'acteur était décédé des suites de la maladie de Charcot. Alors, il a été vu dans de nombreuses séries à la télé, notamment sur TF1, dans Une femme d'honneur, c'était dans les années 90 avec Corinne Touzet. Puis il y aura aussi Julie Lescaut, autre série culte de la Une avec Véronique Jeunesse. Et plus récemment, le grand public l'a regardé dans Demain nous appartient. Ça, c'était dans Demain nous appartient qu'on le voit ici en photo d'ailleurs. La photo qui est apparue, c'est ça, c'était son dernier rôle. Quotidienne. Et puis on l'a aussi vu sur Netflix dans la série Emily in Paris, dans les saisons 3 et 4, aux côtés de Lily Collins. Alors c'est vrai que ce n'était pas le cas de Pierre Denis, qui avait caché un peu sa maladie, mais on a vu que récemment, beaucoup de personnalités n'hésitent pas à exposer leur maladie, à en parler. Avant, c'était très tabou d'avoir un cancer, on ne disait rien, et puis on l'apprenait soit après, soit avec le décès, hélas, de la personne. Qu'est-ce que ça dit de notre société aujourd'hui, ce fait de vouloir parler médicalement de ce qu'on traversait? Parce qu'on n'a plus le choix avec les réseaux. Effectivement, on disait il est mort des suites d'une longue maladie. C'était transparent. Je ne sais pas pourquoi il y avait une sorte de tabou, effectivement, à nommer quelqu'un disait il est mort d'un arrêt cardiaque, il est mort d'un arrêt cardiaque. Il est mort des suites d'une longue maladie. En général, ça voulait dire le cancer. Un cancer, bien sûr. Et pendant longtemps, il y avait cette espèce de pudeur. On considérait que presque le cancer était comme une maladie honteuse. Je pense que c'est très bien, de toute façon. On témoigne. Ça permet de se mobiliser. Ça permet souvent aussi de sensibiliser au traitement, parce qu'il y a beaucoup de traitements nouveaux pour ces maladies qui étaient autrefois
parfois incurables. Je pense notamment au cancer du pancréas qui est en train de vivre une révolution en ce moment. Donc je crois que c'est un véritable progrès qu'on assume effectivement d'avoir un cancer, d'avoir une maladie neurodégénérative ou d'avoir le Parkinson. Voilà, c'est un progrès. Est-ce que c'est un moyen aussi de contrôler, on va dire, sa communication à l'heure des réseaux sociaux? C'est vrai que j'imagine que ce ne serait pas agréable pour quelqu'un de bien sûr. Quand de découvrir qu'il est malade alors qu'il ne. Quand vous êtes une personne publique, vous êtes scruté en permanence. Autrefois, ça n'était pas le cas par le biais par les médias, par le réseau, c'était secret. On avait une part secrète que personne ne remettait en cause. Aujourd'hui, cette part secrète, elle est vraiment en train de se réduire comme peau de chagrin. Absolument. On continue ces infos, Sarah. Tout autre chose, TF1 finalement va continuer la diffusion de Téléfoot. Eh bien oui, c'est un retournement de situation qui va plaire aux fans du magazine consacré au ballon rond. Je pensais que c'était fini, moi. Ben non, selon nos confrères de l'équipe ce week-end, le programme qui devait initialement tirer sa révérence le 14 juin prochain, eh bien va finalement continuer toujours à sa case habituelle le dimanche à 11h. Alors c'est grâce à de nouvelles négociations, figurez-vous, avec LFP Media, c'est la filiale commerciale de la Ligue qui serait sur le point d'aboutir avec TF1. Il y a des accords qui sont en train d'être mis en place, qui permettraient à TF1 de diffuser des images de matchs de la Ligue 1, parce qu'ils n'en avaient pas beaucoup, effectivement. Et ce qui est le succès évidemment de Téléfoot. Et c'est vrai qu'en mars dernier, l'annonce de l'arrêt du magazine avait ému toute la planète foot. Il faut rappeler que c'est Grégoire Margoton qui présente ce magazine chaque dimanche. Absolument, créé en 1975, c'était sa 51e saison, c'est une des émissions les plus anciennes du PAF. Téléfoot, c'est quelque chose que vous avez regardé depuis tout petit. Ça vous avait fait bizarre d'apprendre qu'ils allaient s'arrêter ou pas? Pas du tout. Non. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes plus rugby, c'est pour ça. Pardon, je n'ai jamais regardé une émission. Je regarde de temps en temps quelques compétitions sportives. Quelques matchs, même pas. Voilà, lors des matchs de foot. Lors des jeux. Je ne suis pas très sport. Voilà. Donc évidemment, en ne regardant pas de matchs de foot, je ne vais pas regarder d'émissions consacrées au foot. Cela dit, évidemment, Téléfoot, ça faisait partie de l'univers mental de tout Français comme Automoto au Turbo. Donc on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et le fait qu'M6 ait la Coupe du Monde là, vous allez être obligé de regarder, il faut être corporate, Mike. Vous allez regarder un peu quelques matchs ou pas, l'équipe de France? Je suis très corporate, je ne sais pas si ça va jusqu'à aller gonfler l'audience. Je regarderai sûrement la finale, notamment je regarderai quelques matchs de l'équipe de France. L'équipe de France, oui, bien sûr. Mais vous savez, quand vous n'êtes pas rentré dans un match de foot, que vous voyez le ballon qui passe comme ça, à droite, à gauche, qu'il n'y a pas de but, ou il y a un but toutes les demi-heures, etc. Oui, ça peut être long. Ça peut être long. Ouais. Mais l'engouement populaire, c'est toujours quelque chose d'incroyable. L'engouement populaire, c'est formidable. Moi, je me souviens toujours de la Coupe du Monde 98. Je n'avais pas regardé le match. Ah, vous n'aviez pas regardé? C'était vous alors? Il y avait 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas vu ça. Regardez comme j'ai des corporates. Ce soir-là, M6 diffusait un Capital avec Emmanuel Chin. Ouais. Je me suis obligé à regarder le Capital parce que je ne vais pas regarder le foot. Mais dans la cour de mon immeuble, dès que j'entendais une clameur, je savais qu'il y avait un but. Et aux alentours de 23h, je ne sais plus où, minuit, j'étais toujours sur Capital et j'entends vraiment un bruit énorme, une espèce de grondement que j'ai jamais plus entendu par la suite. Monter dans Paris. Et là, j'ai évidemment compris qu'on avait gagné la Coupe du Monde. Et voilà, j'ai dit à ma femme. Vous n'avez pas zappé, jamais. Non. Vous n'avez pas zappé. Non, j'ai pas zappé. Par contre, j'habitais à l'époque dans le 8e. Je suis descendu pour aller voir ce qui se passait aux Champs-Élysées, évidemment. Mais il y avait quelques personnes, effectivement. Je crois que TF1 ce soir-là a fait 83% de part d'audience. Donc c'est-à-dire qu'il y avait 17% de gens qui regardaient. Oui. Mais j'aimerais connaître l'audience de Capital à l'époque. C'était une rediff, non? Non, pas du tout. Je me souviens très bien. C'était un inédit. Ils ont fait une audience catastrophique. Bien sûr. C'est sûr. On termine ces infos médias, Sarah, avec Nathalie Saint-Cric qui s'en est pris à Charles Aloncle. Oui, c'était samedi sur l'antenne d'RTL, invitée d'Éric Dussart. La journaliste politique de France Télévisions est revenue sur son audition lors de la commission d'enquête consacrée à l'audiovisuel public, qui nous a pris 6 mois de l'année, faut le rappeler. Ça nous a bien occupé, oui. Ça nous a occupé. Alors à l'époque, elle avait refusé, comme beaucoup d'ailleurs, de donner son salaire au rapporteur Charles Aloncle. Elle a réexpliqué que c'était une consigne donnée par sa direction. Et puis, elle s'en est pris au député ciotiste. Je pense que M. Aloncle avait décidé plutôt de faire des claquettes et de faire parler de lui. Elle note qu'il a par exemple eu son portrait tiré dans l'IB et ailleurs. Voilà, c'est la vie, a-t-elle conclu avec philosophie. Vous avez suivi un peu les auditions, j'imagine. Alors, peut-être pas les 6 mois en intégralité, mais l'audiovisuel public, c'est notre argent, après tout, le vôtre, le mien, celui de Sarah, celui de tout le monde. Vous avez suivi un petit peu ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai suivi ça de très loin, oui. Je pense qu'il y a un peu de spectacle de tous les côtés. Après, on a appris des choses intéressantes. Effectivement, vous avez raison. L'audiovisuel public, ce sont les deniers de l'État, donc ce sont l'argent des contribuables. C'est normal, à un moment qu'on leur demande des comptes, voilà, dans le sens positif du terme. Après, il y a eu beaucoup de
de volonté, je crois, de part et d'autre de faire un peu le buzz. Voilà, tout ça était peut-être pas très très serein, voilà, mais il y a eu sûrement des choses intéressantes qui ont été dites. Voilà, mais j'ai regardé ça de très très loin. Et comment vous réagiriez dans ce cas-là s'il y avait une commission enquête, par exemple sur M6? On sait que souvent les animateurs viennent, animateurs, producteurs. C'est pas évident de parler comme ça devant les députés, vous pensez? C'est un exercice particulier. Moi, il y a une chose qui me surprend, mais c'est dans toutes ces commissions d'enquête, c'est que les questions font 15 minutes de long. Ah oui, c'est alors c'est plus, on sait même plus ce qu'ils ont demandé. Alors c'est autant les tribunes des rapporteurs ou des membres de la commission d'enquête. Moi, je leur dirais juste, attendez. Quelle est la question exactement? C'est la question exactement. Combien vous gagnez ou qu'est-ce que vous avez envie de faire? Voilà, ça c'est une vraie question. Moi, je suis vulgarisateur scientifique. Quand je vais voir un scientifique, je ne pose pas une question pendant 15 minutes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de théâtre. Absolument, mais le temps de parole est limité, donc ils en profitent évidemment. C'est fini pour les news, Sarah? Les news médias sont terminés pour aujourd'hui. On aura d'autres, évidemment. Dès demain, on passe au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Mac Lesguy. Toutes les vérités sont bonnes à dire, c'est le titre de votre nouveau livre, Mac, paru aux éditions du Rocher, un ouvrage inspiré des chroniques que vous aviez réalisées d'ailleurs pendant 3 ans dans la matinale d'RTL. Oui. Et vous y évoquez évidemment des sujets qui vous tiennent à cœur. Et vous vulgarisez la science comme vous savez si bien le faire depuis tant d'années. J'imagine que ce livre, il vous trotte dans la tête depuis un beau moment. Pourquoi maintenant le sortir maintenant? En fait, c'est vrai qu'il me trottait dans la tête, mais disons que je n'avais pas le courage de m'y mettre. Vous en avez écrit d'autres aussi. J'en ai écrit d'autres. Alors avec le corps humain, voilà, mais que j'ai co-signé avec plusieurs journalistes et collaborateurs. Celui-là, il est plus personnel. En fait, c'est un éditeur aux éditions du Rocher, Arnaud Legarde, qui m'a appelé, qui m'a dit mais vos chroniques sont intéressantes. Elles tranchent un petit peu avec ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias sur la science. Vous devriez en faire un livre. Mais c'est là que j'ai dit banco, effectivement. Et c'est vrai que ça me trottait un petit peu dans la tête depuis longtemps. On a tous beaucoup d'idées reçues, de croyances sur des phénomènes très très familiers de notre vie quotidienne, sur lesquels la science nous dit que ces croyances ou ces idées reçues sont fausses. Voilà. Et donc je voulais, j'ai écrit une quarantaine de chroniques dont j'ai fait une quarantaine de chapitres pour confronter ce que dit vraiment la science. Ça va du goût des tomates aux pesticides, en passant par le réchauffement climatique, ou est-ce qu'on peut climatiser, on va en parler. Est-ce qu'on peut climatiser Et à chaque fois, j'étais vraiment chercher les études qui font consensus au niveau scientifique, voilà, et qui sont, je pense, la meilleure réponse qu'on puisse apporter à un problème. Car je dis toujours que la science n'a pas réponse à tout, mais quand la science donne une réponse à un problème donné, a priori, c'est la meilleure réponse qu'on puisse y apporter. Et c'est aussi un moyen de lutter contre la désinformation. Vous dites qu'elle circule plus vite, je vous cite, qu'un électron sous caféine. Ça, c'est assez drôle, la formule. Exactement. Alors, je précise tout de suite que sous caféine ou pas, l'électron, il a toujours à peu près la même... Non, on peut accélérer un électron à la différence d'un photon, puisqu'il a une masse. L'électron, il va à la vitesse de la lumière, en fait, quasiment. Pas tout à fait, parce qu'il a une masse. Voilà. Le photon, les grains de lumière qui nous entourent, eux, ils n'ont pas de masse, ils vont à la vitesse de la lumière. Et c'est con, ils sont compliqués à ralentir. Voilà, on ne peut pas les accélérer, par contre. En direct. Mais par rapport à ces faits, c'est vrai que vous expliquez aujourd'hui que tout le monde dispose d'un mégaphone numérique. Ce sont vos mots, Mac. Vous faites clairement allusion aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, les opinions, elles se font immédiatement là sur les réseaux sociaux, en dépit des faits, parfois. Immédiatement, parce qu'au départ, vous aviez les faits, vous aviez le décryptage par les scientifiques, c'était repris par des médias, par des journalistes qui étaient qualifiés en sciences, et ça diffusait vers le grand public. Ouais. Aujourd'hui, vous avez plein d'émetteurs d'informations, scientifiques ou pas, mais même sur des sujets scientifiques, vont être des influenceurs, des gens qui sont influents sur les réseaux sociaux. Donc vous avez une galaxie incroyable de producteurs d'informations. Il n'y a plus le filtre des médias ou des sachants, et donc on va proliférer des théories. Bah, regardez par exemple, quand j'ai démarré l'émission, il n'y avait pas de platiste. Voilà, personne ne pensait au monde que la Terre est plate. Aujourd'hui, vous avez un nombre non négligeable de gens sur la planète qui pensent que... Chaîne YouTube entière. Chaîne YouTube entière qui pensent que la Terre est plate. Voilà, ouais. C'est un peu une caricature, mais c'est un peu comme le résumé de ce qu'on est en train de vivre. Ouais. On est en train de vivre un grand retour des croyances. Un grand retour de l'idéologie par-dessus les faits. C'est très bien d'avoir une idéologie par-dessus la science, forcément. Voilà, et forcément par-dessus la science. La science qui, elle, essaie de s'en tenir aux faits. Mais comment vous l'expliquez d'ailleurs, ces théories complotistes comme ça qui reprennent le dessus, qui ressurgissent? C'est l'époque qui veut ça? C'est très très mystérieux. Je pense que c'est le fait que les moyens de diffusion, le fait qu'il n'y ait plus cette hiérarchie de l'information. Il y a aussi ce besoin de croire. Notre monde est de plus en plus compliqué. Or, notre cerveau, il aime les choses qui sont simples, il aime bien simplifier, il aime les choses qui sont en noir et blanc. Et quand on lui parle de nuances, on dit « Ah, c'est un peu plus compliqué, dans certains cas c'est pas mal, dans certains cas c'est moins intéressant, etc. » Le cerveau devient brouillé. Lui, il veut des trucs simples. Il va dire « Les vaccins, c'est mal. » Alors vous voyez, on est parti de la méfiance envers les vaccins, contre les nouveaux vaccins contre le Covid, à une méfiance
contre les vaccins en général, qui aboutit à des gens qui ne veulent plus faire vacciner leurs enfants contre la rougeole, par exemple, qui est une maladie mortelle. Il faut quand même, avec de nouveaux morts qui réapparaissent. Vous voyez, les victimes de la rougeole, en France ou aux États-Unis, ce sont des victimes dues au complotisme anti-vaccin qui est réapparu, puisque la maladie était considérée comme quasi éradiquée dans les années 2000. Et le plus étonnant, c'est que quand vous interrogez les parents de ces malheureuses jeunes victimes, ils disent « Ah non, mais c'est pas du tout parce que j'ai pas fait vacciner mes enfants. Hein. De toute façon, les vaccins, c'est pas bien. » etc. Là, ils vont inventer d'autres causes. Voilà. Pour inventer des solutions simples, qui paraissent simples en apparence, mais si elles sont fausses, les complotistes, on le sait, sont très forts. Voilà, on est dans ce nouveau monde, il faut vivre avec. Et c'est vrai qu'ils ont ces croyances-là. Et c'est vrai que vous êtes très actif, notamment sur X, où vous tweetez très régulièrement, notamment parfois pour démonter des sujets que vous avez vus à la télé, des rapports que vous avez lus, ce qui vous vaut d'être régulièrement attaqué sur les réseaux. Mike Lésy, quelle est votre réaction dans ce cas? Parce que je sais que quand vous voyez passer quelque chose de faux, vous tenez tout de suite à rétablir la vérité scientifique. Oui, alors... Pas tout le temps. Pas tout le temps. Vous faites régulièrement. Alors, ce que je fais sur X, c'est une activité que je fais d'une manière tout à fait bénévole, très intéressée. Oui, parce que ça m'attriste vraiment de voir que la France, qui a été une immense nation scientifique, rappelez-vous tous nos inventeurs, tous nos grands physiciens, on va dire, au sommet jusque dans les années 50 à peu près, est en train de devenir une nation de deuxième puis de troisième zone au niveau scientifique. On se fait dépasser évidemment par des pays comme la Chine, mais même comme l'Allemagne, l'Angleterre. Je ne parle pas évidemment des États-Unis. Et moi, en tant que Français, je milite pour que nous restions une nation où la science est à l'honneur, où on croit au progrès, où on croit à l'innovation. Parce que, de toute façon, le progrès et l'innovation ne s'arrêtent jamais. La question, c'est de savoir si nous, on est comme les vaches, on regarde passer le train de l'innovation, ou si on se dit, on va monter dedans. Regardez l'intelligence artificielle. Vous avez tous vu, on parlait de commission d'enquête. Absolument. Vous avez tous vu cette image terrible du patron de Mistral devant une commission d'enquête qui explique qu'on est mal barré et qu'il faudrait vraiment se réveiller. Et dans le public, voilà, il y a 2 députés. Il y a 2 députés sur plus de 470 qui ont fait le déplacement pour aller écouter ce que le patron de Mistral a à nous dire. Alors que c'est un enjeu qui est vital pour le pays, vital pour l'Europe. Voilà, ça paraît complètement faux. Oui, ça paraît. Mais quand vous maîtrisez des sujets comme l'agriculture, le réchauffement climatique, je sais que c'est des choses que vous aimez bien, de vous faire attaquer comme ça sur les réseaux par des gens qui sont, disons-le clairement, mais des ignorants absolus, ça doit être énervant. Au bout d'un moment, ça agace, non? Oui, après, peut-être que je l'aurais pas fait quand j'étais en début de carrière. Voilà, vous voyez, j'ai 63 ans, j'ai passé l'âge. Et puis, il faut quand même me dire, de temps en temps, vous voyez, l'autre jour, j'étais à un salon du livre. Et je vois un auteur de BD, vous voyez, un look un peu rock'n'roll, etc. Je dis, ah, vous êtes Mike Lésy, etc. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire? Et il me dit, merci pour ce que vous écrivez sur Twitter. Ce combat contre l'obscurantisme. Voilà. Et il m'a commencé à me parler d'agriculture, de conservation des sols. Il a fait une super BD qui s'appelle Bordeaux-Shanghai, sur l'histoire du fils d'un milliardaire chinois que son père envoie dans le Bordelais pour s'occuper de son vignoble qu'il a acheté un petit peu par caprice. Et cet auteur de BD, il a creusé la viticulture, les pesticides, les intrants, l'agriculture de conservation des sols. Voilà, c'est un amoureux des sciences. Ça transparaît dans sa bande dessinée qui est hyper belle. Donc vous voyez, rien que pour ça, je suis content de faire ce que je fais. C'est pas inutile. Voilà, après, c'est une activité annexe comparée à Egal M6. On est d'accord. Et alors, parlons d'un sujet central dans le livre, le climat, et avec cette question d'actualité, puisque là, nous traversons une vague de chaleur intense, jusqu'à des 39 degrés. Au mois de mai, jamais vu ça. Oui, à Bordeaux, c'est du jamais vu pour le mois de mai. En Bretagne. Comment on l'explique? Alors, c'est là qu'il faut être très prudent, parce que ça, c'est un événement météo. Et il va falloir attendre un petit peu de temps et des petits calculs, enfin pas des petits calculs, des calculs complexes pour savoir si, dans quelle mesure, cette vague de chaleur quasi caniculaire et ultra précoce et, comme vous le dites Nicolas, inédite, est vraiment liée au réchauffement climatique. Ah, on n'est pas sûr encore. On n'est pas sûr encore. Vous séparez météo et climat dans votre livre. Vous dites que c'est pas pareil. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je dis par exemple, si on compare une personne, vous voyez, la météo, c'est son humeur du jour. Oh, aujourd'hui, je suis colère, etc. Le climat, c'est la personnalité. Vous pouvez être joyeux un jour, vous pouvez être triste le lendemain, c'est la personnalité sur le long terme. Alors, très vraisemblable, enfin, on est quasi sûr que c'est lié au réchauffement. Jamais on a vu une vague de chaleur aussi précoce. Mais pour en être tout à fait sûr, on va faire tourner des modèles de calcul. Vous avez aujourd'hui un outil qui s'appelle Climameter, qui permet de voir dans quelle mesure on peut attribuer chaque événement météo au réchauffement climatique. Voilà. Alors, ça va sûrement dans les 3-4 jours qui viennent, Climameter va faire une parution, on va dire c'est lié au réchauffement climatique, mais parfois vous pouvez avoir une crue soudaine, ou etc., dont on dit ça fait partie de ce qu'on appelle la variabilité naturelle
du climat. Ce qui est sûr, ce que les scientifiques ce que le rapport du groupe 1 du GIEC, pour être tout à fait précis, nous dit, c'est que pour l'Europe de l'Ouest, le réchauffement climatique se traduit immanquablement par des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, prolongées et intenses en température. Reste à savoir si celle-ci rentre bien, évidemment, dans les purs. C'est très vraisemblable, on en aura la confirmation dans quelques jours. Et ça augure d'un été caniculaire ? Non, ça n'augure pas d'un été. Non, ça n'augure pas d'un été caniculaire. On bute encore. Ça, c'est ce qu'on appelle de la prévision météo à long terme. On bute encore sur le fait de savoir si des printemps chauds se traduisent par des étés chauds. Même si the big picture, comme disent les anglo-saxons, la toile de fond, c'est qu'effectivement nos étés seront de plus en plus chauds. Bien sûr, ouais. Et on le voit. Et c'est vrai que pour le prouver, notamment que ce réchauffement climatique existe, dans votre livre, vous dites, pour le prouver, il y a les satellites, il y a les montagnes qui fondent notamment, et il y a le vent. Exactement. C'est marrant ça, ouais. Exactement. En fait, le vin, c'est un instrument fiable pour mesurer le réchauffement. Mais bien sûr, parce que la vigne mûrit en fonction de la chaleur et de la quantité de soleil qu'elle reçoit. Oui. Voilà. Et ça tout au long de l'été, puisque vous allez vendanger en septembre. En septembre, entre mai et septembre. On vendange toujours à l'optimum en termes de concentration en sucre du raisin. Aux Hospices de Beaune, vous notez les dates de vendange depuis, je crois, le XVIe siècle. Donc, c'est du 20 septembre, voilà, 15 septembre. C'est extrêmement facile, voilà. Et effectivement, on vendange de plus en plus tôt. Pourquoi ? Parce que les étés ont été de plus en plus chauds et ensoleillés. Ah ouais, donc plus vite. Alors, on vendange de plus en plus tôt. C'est pas une courbe comme ça. C'est une courbe qui fait ça parce qu'on a toujours cette variabilité d'une année sur l'autre. Mais la grande tendance, effectivement, ce sont les vendanges précoces. Vous avez aussi, au Japon, un truc qu'on note religieusement. Depuis le Moyen-Âge, c'est la date de floraison des cerisiers. Et les cerisiers fleurissent, eux, de plus en plus tôt au printemps. Ouais, c'est vrai. Donc, ce qui est un bon signe. Début et avril. alors là, beaucoup des Français vont s'équiper d'une climatisation, mais vous expliquez dans le livre que c'est très tabou, contrairement à nos voisins japonais ou américains. Pourquoi on n'aime pas la clim en France ? Alors, je crois que c'est très idéologique, effectivement. Les gens me disent la climatisation, c'est une maladaptation. Moi, j'appelais les chercheurs de l'INSERM. À chaque fois qu'il y a une grosse vague de canicule, on compte une surmortalité dans les années qui suivent, dans les mois qui suivent. On se souvient de 2003 tous. On se souvient de 2003, mais même en 2024, il y a une petite canicule. Aussitôt, ça fait de la surmortalité chez les personnes les plus fragiles. Donc, évidemment, il faut s'adapter. Comme il va y avoir de plus en plus de canicules, il est tout à fait logique qu'il y ait de plus en plus de climatisation. C'est une mesure d'adaptation. Notamment, il faut climatiser les personnes les plus fragiles. Il faut climatiser les EHPAD, les maisons de retraite. Il faut climatiser les hôpitaux. Et aujourd'hui encore, on s'acharne à vouloir faire des bâtiments, dit-on, bioclimatiques, capables de se refroidir ou de passer les vagues de grande chaleur. Prenez l'exemple de la fameuse gare de Nantes, de Rudy Ricciotti, une immense gare, une espèce de boîte, une serre parfaite posée au-dessus des rails. L'été dernier, il a fait plus de 50 degrés, on a dû fermer la gare parce que je ne sais pas qui a dit, évidemment, on ne va pas mettre de climatisation. Il est aussi légitime, par les temps qui courent, de se climatiser pour se refroidir l'été que de se chauffer pour se réchauffer l'hiver. On ne condamne pas le chauffage, ne condamnons pas la clim. Alors on va parler de sujets un peu moins durs, effectivement, que le climat, qui sont des grands sujets, mais vous parlez de plein de petits sujets quotidiens. C'est ce qu'on adore. Par exemple, poser la question du télétravail. Est-ce qu'on est plus productif quand on est chez soi, quand on est au bureau ? Il y a une réponse scientifique à ça. Il y a une réponse, et c'est une réponse, encore une fois, qui est nuancée. Ouais. Effectivement, des chercheurs, des comportementalistes ont cherché à savoir si on était plus productif ou plus créatif. Donc, ils ont fait des groupes de travail à qui ils ont donné des tâches dans des entreprises, des tâches parfois en télétravail, parfois en présentiel. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'au travers de ces études, quand vous êtes en télétravail, vous êtes concentré sur votre écran avec plusieurs personnes, vous êtes très concentré, donc vous êtes assez productif pour les tâches analytiques. D'accord, ok. En revanche, quand vous devez, par exemple, mobiliser une équipe autour d'un projet pour trouver une nouvelle idée de produit, de démarche marketing, etc., on a constaté que les réunions en présentiel, ce que nous sommes en train de faire tous les trois, sont plus productives que des réunions en télétravail. Oui. Même si tout le monde est derrière l'écran. Même si tout le monde, même si c'est l'écran. Et pourquoi ? Parce que il y a souvent un temps d'attente. Il y a un petit temps d'attente. Quand vous êtes en présentiel, vous n'êtes pas censé regarder en permanence vos interlocuteurs. Vous voyez, Nicolas, comme ça, quelle nouvelle idée. Vous dites, tiens, et si on faisait ça, etc. Oui, votre regard va errer un petit peu à droite à gauche. Et semble-t-il, ce serait là que les idées créatives viendraient plus facilement que si vous êtes concentré en train de regarder vos interlocuteurs au travers d'un écran. Voilà ce que la science a montré. Ah, c'est intéressant. Et autre fait aussi qu'on apprend dans votre livre, c'est que dormir fait maigrir.
Oui, bien sûr. Et ça, non seulement ça a été testé, alors Je vais c'est faire des facile. cures de sommeil, là. J'ai besoin de perdre 4-5 kilos avant l'été. Alors, ça a été évidemment testé sur des groupes avec des gros dormeurs, des petits dormeurs, etc. Ça a aussi été vérifié sur le modèle animal, parce que tenez-vous bien qu'il y a des chercheurs qui vont priver de sommeil des souris pour voir si ça dérègle ou pas leur métabolisme. Et effectivement, plus vous dormez, moins vous avez tendance à grossir, toute chose, je précise, étant égale par ailleurs. Combien d'heures il faudrait dormir pour maigrir? Alors, ça varie en proportion de chacun. Ça va être à 7 heures, parfois 8 heures, parfois 8h30, jamais moins de 7 heures. Et l'important pour avoir toujours un bon endormissement, une bonne qualité de sommeil, je consacre un autre chapitre, ce n'est pas de se coucher tous les soirs à la même heure, c'est de se lever tous les matins à la même heure. À la même heure, d'accord. Car c'est là que vous commencez à faire monter ce qu'on appelle votre pression de sommeil. Vous savez, c'est comme une baignoire qui se remplit. Ouais. Quand la baignoire déborde, ça coule toute la journée, vous ne dormez pas, et quand la baignoire déborde, boum, il est temps d'aller dormir. Et les gens qui jonglent, vous savez, qui disent, bon, bah, je vais me lever par exemple à 7 heures toute la semaine, mais je vais me rattraper en faisant des grasses maths à 10 heures le week-end, ça dérègle tout. Ouais. En fait, il faut tendre, et ça a été vraiment montré dans beaucoup d'études, à se lever tous les jours à la même heure. Et alors, vous parlez aussi, on parle de réduire sa consommation de viande pour sauver la planète. Ça, on entend parler partout. Moi, l'été arrive, j'ai envie d'un bon barbecue. Est-ce que du coup, je vais détruire la planète, Mac ? Non, vous n'allez pas détruire la planète. C'est gentil, merci de me le dire. Voilà, le consensus est clair. Manger moins de viande et moins de protéines animales, oui, c'est mieux pour la planète, c'est mieux pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Pour autant, l'élevage rend tellement de services qui s'appellent écosystémiques. Par exemple, c'est une source de fumier organique absolument indispensable pour nos cultures. Ça permet aussi de valoriser ce qu'on appelle des coproduits, des sous-produits à l'agriculture, comme ce qui reste de la betterave quand vous avez fait le sucre, ce qui reste du soja quand vous avez fait l'huile de soja, qu'on appelle le tourteau de soja. Voilà, il faut garder une part d'élevage. Le consensus scientifique de l'INRA est assez clair sur le sujet. Voilà, donc mangeons moins de viande, mais mangeons mieux, et comme ça, on préservera au mieux nos ressources naturelles. Bon, allez, une dernière pour la route, parce qu'on adore. Pourquoi les tomates n'ont plus de goût? Et ça, c'est vrai. Parce que, c'est vrai. Que ce soit en tomates cerises ou en tomates un peu plus grosses. Alors, plus de goût. Sarah, si vous me permettez, je m'inscris en faux. Prenez une grosse tomate ronde. Prenez à côté les tomates cerises, voilà. Vous les goûtez, et là, vous allez dire, mais les tomates cerises, ce sont des bombes de sucre. Et pourquoi? Parce que le goût, en fait, vient pas tellement des conditions de culture, comme on le croit souvent, le goût vient de la variété. Et c'est vrai que dans les années 50, on a créé des variétés relativement peu sucrées, avec peu d'arômes, ultra productives, les grosses tomates rondes, qui sont aujourd'hui plus destinées aux tomates à cuire. À côté, vous avez des variétés plus traditionnelles qui ont plus de goût. Ils sont plus chers parce qu'elles sont moins productives. Mais la plante, il concentre plus ses arômes, et voilà pourquoi elles sont plus chères et souvent meilleures. Merci en tout cas, vous allez apprendre plein de choses dans ce livre, effectivement. Vous parlez également du bio, qui n'est pas meilleur pour la santé que le reste, ça je vous laisse le découvrir, des énergies fossiles. Vive le pétrole, vous soutenez le pétrole, vous dites qu'il faut du pétrole, absolument. Il y a plein d'idées, vous démontez toutes les idées préconçues en tout cas. Indispensable. Voilà, ça fait très plaisir de vous lire, Mac Lesguy. Et évidemment, je rappelle, E égale M6 tous les dimanches, 20h40. C'est sur M6, Sarah, nous on sera là dès demain. Une nouvelle invitée, Adeline Tonucci, qui viendra pour sa nouvelle émission de Novo 19. D'ici là, prenez soin de vous et merci de votre fidélité.